Le week-end dernier, j'ai couru mon premier semi-marathon. Et ce n'était pas juste 21,195 km. Déjà parce qu'il y en avait presque 22 et qu'ils ont menti légèrement sur la distance. Mais aussi parce que le week-end dernier, on était le 31 mai. Et le 31 mai, ça fait 10 ans, 10 très longues années que je le redoute. Alors aujourd'hui dans cet épisode, j'ai décidé de vous en parler pour encore une fois briser un tabou. Ici Madeleine et vous écoutez le podcast de Thérapie Tailo. Vous le savez, je brise la chaîne des tabous. C'est ma spécialité, c'est ce que j'aime faire avec vous pour que vous normalisiez et que moi aussi je normalise un peu tout ce qui se passe dans nos vies parce qu'il y a beaucoup de vies qui sont vraiment dramatiques. Mais souvent on internalise, on cache un petit peu, on n'explique pas trop et je pense que pour que la vie devienne une safe place générale, il est bien d'en parler. Il y a 10 ans, vous le savez, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. Il y a 10 ans, à l'âge de 19 ans, j'ai vécu le pire drame d'une vie. C'est parce qu'on s'attend à 19 ans, on ne se dit pas qu'on est prêt à faire le grand bond dans la vie d'adulte. Mais il y a 10 ans, j'ai perdu mon papa de manière extrêmement brutale et violente. Alors oui, à 19 ans, on ne s'attend pas à devoir gérer un enterrement, une succession, la vente d'une maison et puis démarrer dans la vie. Alors qu'à 19 ans, en fait, on commence juste la vie puisqu'on rentre à peine en école supérieure. Moi, j'ai fait un cursus très classique, école supérieure, etc. J'ai pas une vie exceptionnelle à ce niveau-là, mais il est vrai que c'est un petit peu déstabilisant. Au cours des 10 dernières années, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, entre autres l'abandon de mes études qui, je pense, est engendré par la perte de mon papa. Non pas que j'étais l'élève modèle, non pas non plus que j'avais un attrait particulier pour les études, non pas que j'étais forte à l'école, on va pas se mentir, ça n'a jamais été ma spécialité, mais parce que quand à 19 ans, on doit gérer une vie d'adulte alors qu'on est censé, entre guillemets, juste étudier, ça n'était pas notre priorité. Et non plus, on va pas se mentir une nouvelle fois, les études, ça n'a jamais vraiment été ma priorité. J'aimais bien ce que je faisais, c'était quand même intéressant, mais c'était pas là où j'avais envie d'être à ce moment-là. Alors je vous dis pas que 10 ans plus tard, je suis là où j'ai envie d'être à ce moment-là, mais maintenant j'admire un petit peu le parcours et c'est aussi pour ça que j'ai envie de débriefer avec vous. Et là, vous êtes en train de vous dire, Mad, tu as introduit cet épisode avec un semi-marathon, nous on était là pour que tu nous parles de sport, et tu es en train de nous parler d'un décès. Mais vous allez vite comprendre, et installez-vous bien confortablement parce que je pense que cet épisode va être vraiment long. Tout est en corrélation. Alors oui, à 19 ans, on n'est clairement pas prêt à faire le grand bond dans la vie d'adulte. J'étais bien entourée, mais étant une personne plutôt sensible, têtue, impulsive et pour le coup dépressive, disons tous les termes, eh bien, je n'avais pas envie d'accepter l'aide qu'on me proposait. J'avais pas envie, à 19 ans, d'être cette chose qu'on choye et qu'on aide parce que la vie lui a tapé dessus. Alors vous allez dire, mais Mad, en même temps, à 19 ans, t'es un bébé. Oui, je vous l'accorde. Mais la réalité, c'est que dans mon caractère très impulsif et avec un ego très mal placé, j'avais pas envie d'être vue comme cette petite chose qui est fragile et que la vie vient de casser. Donc, j'ai fait le grand saut en me disant, ok, c'est pas grave, c'est pas tout à fait ce que tu avais prévu. En même temps, si vous me demandez ce que j'avais prévu, j'en ai aucune idée. Honnêtement, je peux même pas dire ce que j'avais envie à 19 ans, puisque j'étais clairement dans le schéma classique des études. Donc en même temps, le schéma classique, c'est tu termines tes études, éventuellement un master, et après tu trouves peut-être, si tu as de la chance, un job dans les études que tu viens de faire. Donc oui,
On va pas se mentir, à 19 ans, il n'y a pas vraiment de grands projets de vie non plus. Mais la réalité aussi, c'est que là, il était temps de se lancer. Après le décès de mon papa, j'ai refait 1 an ou 2 d'études, je sais plus dire exactement, et ça s'est très mal passé. Ce qui a fini par un abandon, clairement, et puis de longs mois de recherche où qu'est-ce que je vais faire? Vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'à un moment, je sais pas trop non plus, parce que je n'ai pas fini mes études. Alors là, c'est tout un moment où on réfléchit et on s'active, et je me suis retrouvée dans la vente. D'abord dans un pop-up, et puis maintenant chez Maxiso. En fait, ma carrière, elle a été très linéaire parce que ça fait 6 ans que je suis dans la même entreprise où ça se passe plutôt bien, où on a déjà parlé avec une chouette carrière qui se profile, etc. Mais la réalité, c'est que tout ça, et je l'ai appris bien plus tard, a été géré par la dépression. Voilà. Ça fait un peu peur, dit comme ça, et d'un côté, j'ai le profil typique pour être tombée là-dedans. À savoir que de mon côté paternel, la dépression, c'est quelque chose d'assez connu et récurrent. C'est-à-dire qu'on peut avoir un très bon mental et pour le coup, vivre une dépression. La dépression, c'est pas que avoir des envies suicidaires, ce n'est pas que s'isoler, ce n'est pas que éventuellement tomber dans l'alcoolisme ou autre excès que bien sûr tout le monde déconseille. C'est au final vivre sa vie avec beaucoup de up et énormément de down qui durent un petit peu plus longtemps que si on était dans un état dépressif. Il y a vraiment une grande distinction à faire entre être de temps en temps un petit peu déprimé ou pendant quelques jours on va être pas bien et être en dépression. Être en dépression, c'est sans cesse lutter contre ces démons qui reviennent et je peux vous dire, des démons à battre, il y en a eu beaucoup. Alors je pense que, même si ma psy n'est pas tout à fait d'accord avec ça, on sort jamais vraiment de la dépression. Alors oui, on suit des thérapies, on se fait aider, etc. Mais la réalité, c'est que la vie, elle a continué à me mettre des claques régulièrement pour me rappeler que c'était pas linéaire et que c'était pas spécialement tout beau, tout rose. Alors oui, la réalité, c'est que il y a un dicton qui dit que la vie s'attaque aux profils les plus forts pour voir jusque quand ils résistent. Je pense, ce n'est que mon point de vue, que les plus grands de ce monde ont dû avoir un déclic quelque part avant de faire les choses qu'on admire aujourd'hui. Bon, je ne dis pas que vous m'admirez non plus, on n'en est pas à ce stade-là. Je n'ai pas les ambitions non plus pour que je sois dans le top 10 mondial des gens qu'on admire, quoique ça pourrait être cool, mais la réalité, c'est qu'en fait, ça fait 10 ans que ma vie est régie par la dépression. J'ai appris aussi à l'âge de 22-23 ans, on m'a diagnostiqué un TDAH et c'est au même moment qu'on m'a diagnostiqué ma dépression. Mais Mad, tu nous en as jamais parlé. C'est vrai, je vous en ai jamais parlé parce qu'en fait, c'est quelque chose de extrêmement personnel. C'est déjà très dur alors qu'on n'a pas 30 ans diagnostiqué dépressif parce que la réalité, c'est que comment on gère ça? On gère ça en se faisant accompagner et en acceptant d'être aidé. Et c'était là tout le processus déjà que j'avais commencé à faire, c'est accepter d'être aidé parce que j'étais dans l'affront de je voulais toujours faire seul. Et en fait, ça, c'est un mécanisme de défense des gens qui coupent une neuroatypie, peu importe laquelle, avec un état de dépression. C'est la réalité de on va s'en sortir parce qu'on veut s'en sortir et rester un peu dans le déni de tout va bien. Et en fait, pendant ces 10 années, j'en ai fait des choses extraordinaires, vraiment. Et j'ai pas de regrets sur ma vie. Mais la réalité, c'est que dans les downs, c'était des très gros downs. Et j'ai perdu beaucoup de choses pendant ces 10 années. J'ai perdu des amitiés, je me suis éloignée de gens, mais je me suis aussi construite. La Madeleine que je suis aujourd'hui. Et c'est rigolo, j'ai fait un peu le constat hier. Je passe vite là, encore du coq à l'âne. Et après, promis, après 10 minutes que je vous parle dans mon micro, on va parler du semi-marathon et comment j'en suis arrivée à courir un semi-marathon. Parce que ça aussi, c'est
un truc un peu fou. Ça fait maintenant 5 ans, 4 ou 5 ans que Lucifer est sous ma selle et j'ai toujours tout fait toute seule. Et à aucun moment, je me suis dit, c'est légitime de se faire aider. Alors aussi parce que j'ai eu des mauvaises expériences de coaching, donc fatalement, ça n'aide pas. Mais ça fait partie de ce truc de je vais y arriver seule, je n'ai pas besoin des autres pour y arriver. Et ça, c'est typiquement déjà un ego super mal placé parce que je suis pas cavalière professionnelle, mais aussi parce que il y a ce truc de je dois me prouver à moi-même que je peux le faire. Bon, les choses en fait que j'ai pas fait trop finalement de dégâts sur mon cheval, c'est plutôt moi qui ai beaucoup de choses à travailler, mais on en parlera dans un autre épisode parce que c'est pas du tout le sujet. Mais la réalité, c'est que ça fait 10 ans que je régis ma vie à tu peux y arriver toute seule. Sauf que la réalité, et Jill Van der Meulen en parle très très bien ici dû à la sortie de son livre, qui est sorti je crois en plus le 31 mai, eh bien, pour réussir, on doit se faire entourer. C'est légitime, c'est primordial, je crois qu'on ne peut pas y arriver sans se faire entourer. J'ai détruit des relations dans lesquelles j'étais très bien. J'ai perdu des amitiés parce que, à un moment, mon cerveau a dit vous n'êtes plus alignés, donc il faut s'en séparer. Et j'ai continué mon petit bout de chemin. Je suis très fière de la personne que je suis aujourd'hui. Je pense que j'aurais pas ou presque pas pu espérer mieux avant 30 ans. Je veux dire, j'ai 30 ans dans 6 mois. Et la réalité, c'est que, en fait, cet état de je veux y arriver toute seule, ça m'a permis de construire des choses, mais maintenant il faut aussi les assumer et les faire sur le long terme. C'est-à-dire que il y a des moments où oui, il y a eu des failles, il y a des moments où clairement, je vais vous le dire, j'ai vu tellement grand, financièrement ça suivait pas, je cumulais 3 jobs, j'avais mon temps plein et 2 flexi-jobs et je travaillais 7 jours sur 7 et je montais à cheval en plus. Et à un moment, mon corps il a dit stop et je suis tombée malade. Mais malade, genre la grippe, hein, c'est pas, j'ai pas eu un truc de fou. Mais à un moment aussi, il y a ce truc où, quand on est dans un état de dépression, à vouloir être conscient qu'on veut s'en sortir et vouloir s'en sortir tout seul, on passe en mode warrior à vraiment ne plus écouter les signaux d'alerte de notre corps et ça peut engendrer vraiment de très 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 gros dégâts. Alors le premier point où j'ai envie de vous souligner, et je vous le dis depuis le début, et en fait je crois que cet épisode va vous faire comprendre pourquoi le podcast a été si important pour moi. Alors je vous dis pas que je vais l'arrêter parce que j'ai encore plein de choses à vous dire et à partager, mais je crois qu'ici on touche un point clé vraiment sensible où je me sens prête à partager avec vous davantage de choses beaucoup plus personnelles. Enfin, j'ai jamais parlé à personne hormis à mon compagnon ici et c'était la première personne à qui j'osais en parler, que j'ai été en dépression et que je le serai probablement toute ma vie. Et donc c'est important aussi de le dire que là ça va très bien et que je kiffe ma vie, mais qu'on n'est pas à l'abri d'une rechute. On n'est pas à l'abri d'une rechute avec des décisions instables et des décisions complètement folles. Alors, moi, je suis un profil très impulsif, donc fatalement, quand j'ai une idée qui me trotte en tête pendant plusieurs jours, j'ai l'impression qu'il faut y aller. Parfois pas, et j'apprends de mes erreurs. Mais la réalité, c'est que je régis beaucoup ma vie à mon ressenti, à mon feeling. Et parfois, mon ressenti, il est mauvais, mais j'y vais quand même. Et donc, je me prends des claques dans la gueule, je termine en burn-out, mon cheval se blesse, c'est vraiment parfois la cata. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est prenez soin de vous et prenez soin de votre santé mentale. Non, la thérapie n'est pas réservée aux gens fous. La thérapie est réservée aussi aux gens fatigués, aux gens qui se sentent un peu perdus, qui ont besoin de se sentir épaulés, là où la famille n'a pas spécialement sa place de le faire parce qu'on a envie de quelqu'un de neutre. Je vous le dis, je n'ai jamais parlé à personne de cette dépression, ça fait au moins 6 ans que j'étais diagnostiquée. Donc, à un moment, c'est aussi quelque chose où, normalement, pour s'en sortir, on en parle. Et moi, j'avais pas le besoin d'en parler à ma famille. J'avais pas envie d'inquiéter ma famille avec ça, parce que ma famille a ses problèmes à elle aussi. Mais j'avais cette conscience de devoir me faire aider. Donc, je me fais aider maintenant beaucoup moins, mais je me suis fait aider jusqu'à 3 séances par semaine par des psys différents
pour justement pouvoir s'en sortir et se dire ok, là on a un point, là on avance, qu'est-ce qui s'est passé, enfin je vais pas vous faire le schéma d'une thérapie, mais c'est hyper important et il faut pas avoir honte de se faire aider. La réalité, c'est que au bout d'un moment, à tout vouloir faire toute seule, et là on va en arriver au sport, c'est que j'ai perdu au fur et à mesure des semaines cette petite flamme que j'avais pour l'équitation. Elle revient doucement. C'est pour ça aussi que maintenant j'ai décidé de me faire accompagner parce que monter à cheval était rentré dans ma routine, était rentré vraiment dans quelque chose de normal où j'avais un peu fait une croix sur le sport en me disant non c'est bon, ce cheval il m'emmènera pas là où j'ai envie d'aller, on va pas y arriver, et j'avais un peu fait une croix inconsciente sur mes objectifs sportifs en me disant c'est bon, tu l'as pété, tu vas pas y arriver, t'as fait que de la merde et ça n'ira jamais. Or, c'est pas le cas. Mais ça, c'est vraiment quand on est dans une phase dépressive. Et l'année dernière, j'ai eu un petit déclic, je vous en ai déjà parlé dans un épisode, je me suis mise à la course à pied. Alors de manière complètement anodine, de manière vraiment pour la cause animale, en me disant c'est 5 km, ça va, c'est faisable. Et la réalité, c'est que je me suis vraiment prise au jeu d'aller faire de la course à pied. C'était vraiment un peu, et ça l'est toujours, mon exutoire du stress de la semaine. La course à pied, c'est ma bulle, c'est ma safe place à moi. C'est le moment ou les moments dans la semaine où vraiment je me dis là je pense à rien, je pense qu'à courir. Je mets mes écouteurs et je pars. 5, 10, 12 km. Et il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien en jeu hormis moi et mon mental. Alors oui, pour monter à cheval, il faut énormément de mental. Ça, c'est clair. Et surtout quand on a des chevaux délicats, il faut du mental pour suivre. Ça, vous allez le retirer à personne. Mais quand c'est tellement rentré dans ta routine et quand t'as un peu acquis avec toi-même que, ok, c'est chouette de monter à cheval, tu prends encore du plaisir, mais il n'y a plus cette petite flamme qui t'anime au quotidien, un moment, c'est chouette et tu le fais un peu plus par routine que par plaisir, et j'avais besoin de ce petit kick de peps que j'avais perdu dans ma vie, parce que aussi l'année dernière on était vraiment au moment où je sortais à peine la tête de l'eau suite à un début de burn-out, un début d'épuisement, et tout ça est lié l'un dans l'autre, parce que j'écoute très peu les signaux de mon corps, et donc au bout d'un moment, mon corps il dit stop, et c'est clair que de se lever tous les matins en pleurant et d'aller se coucher tous les soirs en pleurant parce qu'on est épuisé et que d'un côté on n'a pas envie de réduire le rythme, parce que si on réduit le rythme, on brasse du noir et c'est horrible parce que du coup on se questionne sur ses choix de vie. Et moi je suis un profil tellement impulsif que je peux vendre tout mon patrimoine en Belgique et partir. C'est un moment où tu te dis non, faut quand même réfléchir, il faut quand même être raisonnable et raisonné et se dire non, on ne fait pas ça, c'est une passe, c'est une mauvaise passe et c'est pas grave. Donc, je me suis mise à la course à pied et j'ai vraiment kiffé l'exercice, mais vraiment, vraiment fort. Alors c'est aussi le sport où j'ai le moins de rigueur. C'est très rigolo dit comme ça, c'est-à-dire que je n'ai plus spécialement ma flamme à l'équitation, mais la course à pied qui m'anime un petit peu plus pour l'instant, c'est là où j'ai le moins de rigueur. C'est là où je vais beaucoup plus faire flemme. Ouais, il pleut, flemme. Il fait froid, flemme. Il fait chaud, flemme. Vous voyez ? Là où à cheval, il pleut, on y va. Il neige, on y va. Bon, c'est la piste est gelée, compliqué. Mais je vais beaucoup moins procrastiner l'équitation que la course à pied. Alors que, à l'heure actuelle, la course à pied, vraiment, mais vraiment, ça m'anime 1000 fois plus que monter à cheval. Alors, je passe de très bons moments. Il y a aussi beaucoup de choses à régler, mais je vous en ferai un épisode complètement dédié. Beaucoup de choses à régler au niveau de la vie de mes chevaux. Mais la réalité, c'est que de fil en aiguille, j'ai pris le pli, parce que je suis aussi un profil comme ça qui a besoin d'échéances un peu pour se prouver que c'est ok et qu'on peut y arriver. J'ai pris le pli de prendre des dossards. Des dossards, c'est des courses officielles, chronométrées avec des chronos officiels, où tu t'affrontes à d'autres gens. Moi, je suis un profil assez compétiteur avec elle-même,
pas spécialement avec les autres, mais avec elle-même, et de me prouver que je peux le faire de manière officielle. C'est-à-dire que j'ai un peu besoin que ce soit acté auprès des autres que je peux le faire. Oui, c'est surtout pour me l'acter auprès de moi-même. C'est-à-dire que juste en entraînement, je vous donne un exemple équestre, si à la maison je saute 1,10 m et que ça se passe super bien, et qu'en concours, je sais pas enchaîner 60 cm, ben pour moi, c'est pas réussi. C'est pas réussi parce que l'objectif, il est pas complet, en fait. Et donc la réalité, c'est que oui, il y a des choses qui peuvent très bien se passer à la maison. Tant que je l'ai pas prouvé à moi-même de manière officielle, le travail, il n'est pas complet. Bref, vous avez compris le principe. Et donc sur la course à pied, je raisonne exactement comme à cheval, c'est-à-dire que j'ai besoin de temps en temps d'échéances officielles pour me prouver que c'est OK et que je suis capable de le faire. C'est un peu m'auto-rassurer que, OK, même quand il y a d'autres gens, t'es capable de le faire et aussi t'arrives pas dernière. Parce que ça, si j'arrive dernière, vraiment, c'est un peu dur, quoi. C'est un peu dur psychologiquement. Et je vous avoue que, et après je vais essayer de me structurer aussi, à une semaine du semi-marathon, j'ai fait une méga contre-perf. Et c'était la première en plus d'1 an de course à pied. Et je l'ai très mal vécu. Bref, revenons au commencement. Il y a 1 an, donc je me mets à la course à pied. Je commence par un 5 km. Quelques mois plus tard, même pas, quelques semaines plus tard, je raconte n'importe quoi, quelques semaines plus tard, je fais un 7 km. Puis grosse pause quand même pendant l'été. Il y a eu beaucoup de choses à gérer, etc. Et à l'automne, je refais un 7 km. J'étais d'abord partie pour un 12, mais dans la réalité des faits, c'est que je suis compétitrice, mais je suis pas ambitieuse au point de me blesser. C'est-à-dire que quand je ne suis pas entraînée de tout l'été, je vais pas aller courir 12 km alors que j'ai jamais couru ça. Je crois que le plus que j'avais fait, c'était genre 9. Bah non, en fait, tu vas pas courir 12 alors que clairement, t'es pas prête. Donc, en septembre, un 7, et puis plus rien, plus rien. Et puis un peu l'hiver, j'ai été courir de temps en temps, mais vraiment pas stable. Vraiment pas stable, pas stable, pas stable. Puis je scrolle sur mes réseaux sociaux et je me rends compte que la course probablement la plus emblématique de Belgique, soit les 20 km de Bruxelles, tombe le 31 mai. Le 31 mai, et ça va être dur de vous le dire sans pleurer, le 31 mai, c'est l'anniversaire de mon papa. Mon papa aurait souhaité ses 60 ans cette année. Je suis désolée, mais les larmes, elles montent toutes seules. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a tellement de démons en moi, il y a tellement de choses que j'ai pas exprimées pendant 10 ans, que juste d'en parler et d'extérioriser, ça me fait du bien, mais ça fait aussi tout de suite monter les émotions. Vraiment, je contrôle pas en fait. C'est horrible parce que moi, je suis vraiment psychorigide et je suis maniaque du contrôle. Et donc, avoir des choses que je contrôle pas, je les extériorise jamais parce que ça me fait perdre le contrôle et je déteste. Bref, je suis désolée, vraiment. Et donc, ça fait 10 ans que je redoute cette date parce que c'est 1 an de plus chaque année où j'ai grandi, plus ou moins, sans figure paternelle. Je vous dis plus ou moins parce que j'ai un beau-père extraordinaire qui, naturellement, a pas pris la place de mon papa parce que c'est pas le cas, mais a agi comme un papa dans toutes les étapes importantes de ma vie. Et je crois que je mesure aujourd'hui la chance que j'ai malgré toutes les difficultés que j'ai eues à maintenir une bonne relation avec ma maman. Vraiment, la vie, merci en fait, parce que je me rends compte maintenant que j'ai jamais été seule là où moi j'avais envie de l'être. Et cet entourage a toujours respecté cette fausse indépendance que je demandais parce que j'en avais besoin. Et ces gens, ma maman et mon beau-père et ma tante, ils ont toujours été là quand j'en avais besoin, même si j'ai été odieuse et si j'ai été horrible avec eux à d'autres moments. Et donc, vraiment, merci la vie de m'avoir mis des gens comme ça sur Terre, parce que je sais pas comment j'aurais fait en fait, ou sinon. Et la réalité, c'est que
Chaque année, ça fait 10 ans, chaque année, le 31 mai, je me dis, c'est une année de plus où je vis pas ça avec mon père. Et c'est dur parce que moi, j'étais très proche de mon père et donc c'est vraiment quelque chose où, ben oui, tu te dis, c'est dur. C'est dur parce qu'il est pas là physiquement pour applaudir tout ce que j'aurais envie qu'il applaudisse. Et c'est rigolo parce que le fait que cette course emblématique tombe sur une date hyper symbolique pour moi, je me suis dit, tu peux pas le louper. Tu peux pas le louper parce qu'en fait, c'est cette année que tu boucles la boucle ou tu la boucleras jamais. Vraiment. Et c'est un signe aussi parce que 2026, c'est l'année 1 énergétique. Et donc, si c'est pas cette année que je relance les bonnes énergies, si c'est pas cette année que je me dis, ok, maintenant on sort la tête de l'eau pour de vrai et on fait les choses mieux, ben en fait, je le ferai jamais. Et cette année, j'ai vraiment ce challenge de beaucoup plus m'aligner avec mes valeurs et de beaucoup plus m'écouter et aussi de mettre plus de temps et d'argent dans mes objectifs personnels. Il y a beaucoup de choses où j'ai mis un peu en mode non mais je garde mon argent pour mes animaux ou non mais ça c'est pas grave, etc. Et cette année j'ai vraiment décidé que non, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi Madeleine et Madeleine elle devait vivre aussi. Bref, je vous donne tout de suite l'alerte, j'ai pas eu mon dossard pour les 20 kilomètres de Bruxelles. Je vous laisse imaginer la frustration parce qu'il y avait aussi ce truc où j'avais la possibilité, je m'étais fait inviter par une équipe, l'équipe pour laquelle je me suis mise à courir il y a un an, soit les sauveteurs animaliers d'ADT. Donc je me suis fait inviter pour participer avec eux et je me suis dit non, je veux que ce dossard soit un challenge personnel. Je veux que ce dossard, il est tellement symbolique, la date elle est tellement symbolique, le dépassement de soi il est tellement symbolique, pour la 12e fois le mot symbolique en 4 secondes, que j'ai pas envie cette année de le faire dans une équipe. Bon, la réalité c'est que j'ai pas eu mon dossard parce que les places individuelles elles partent tellement vite que le site il a craché et j'ai pas eu ma place. Fort heureusement, les choses étant toujours bien faites, cette année, les 20 km série ont décidé de concurrencer les 20 km de Bruxelles. Et donc, ont créé les 20 km Thouin-Charleroi, qui tombent exactement le même week-end. Alors, en Belgique, il faut savoir que les 20 km de Bruxelles, c'est la course emblématique qui est là depuis des années. Vraiment des années. Et donc, c'est vrai que c'est un peu le dossard que tout le monde attend. C'est un peu le dossard annuel de la Belgique en tant que runner et même marcheur. C'est vraiment l'événement belge pour les sportifs qu'on attend, comme ceux qui regardent le sport automobile vont attendre Spa-Francorchamps, bah, les joggers et les marcheurs, ils attendent les 20 km de Bruxelles. C'est tout à fait ça. C'est un peu en équitation, en club, vous attendez, tout le monde attend en France la mode Beuvron. Bah voilà, c'est l'équivalent en course à pied, c'est un peu les 20 km de Bruxelles, c'est vraiment la course emblématique. Et donc, bah, frustration, méga frustration de me dire, bon, j'aurais pas eu ce dossard, mais je vais quand même courir mon semi-marathon. Je vous assure que quand je me suis inscrite, j'étais pas prête. J'étais pas prête et jusque dimanche, je n'étais pas prête. On va pas se mentir. Donc, je m'engage sur ce dossard des 20 km de Thouin-Charleroi et je me dis, bon, bah maintenant, il n'y a plus le choix. T'as ton dossard, donc faut t'entraîner. Bon, toujours full procrastination. Et aussi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait une mauvaise chute à cheval et j'ai été immobilisée pendant une semaine. Donc, ni course à pied, ni poney, ni même travail. J'étais à la maison et je pouvais à peine marcher pour aller aux toilettes et prendre ma douche parce que j'avais un méga hématome interne dans le pied et donc il fallait le temps qu'il se résorbe parce que si je faisais n'importe quoi, potentiellement cet hématome pouvait toucher mes tendons. Voilà, c'était pas drôle, donc j'ai plutôt écouté les recommandations du médecin des urgences parce que clairement, c'était à peine 8 semaines de mon dossard. Il était hors de question que je me fasse arrêter et que je puisse pas courir. C'est-à-dire que le seul événement qui régissait tout mon début d'année, c'était ce dossard. Psychologiquement,
tout était axé sur ce dossard. Je vous le dis. En fait, il n'y avait pas un autre monde où autre chose prenait plus de place que ce dossard dans ma tête. Donc, je me suis mise sérieusement à courir, 1 fois, 2 fois par semaine, et j'ai, du coup, pour ADT, qui est le même que l'année dernière, en avril, couru les 15 km. Et je me suis dit, ok, bon, c'est un peu dur, mais c'est beaucoup de dénivelé. À savoir que, du coup, contrairement à Bruxelles, à Charleroi, c'était que du gravel, donc il y avait quasiment pas de dénivelé. Donc c'était plutôt plus facile. La semaine juste avant le dossard, mais vraiment juste avant le dossard, c'est un dossard que j'avais pas prévu. C'est un dossard dont je connaissais pas l'existence quelques semaines à l'avant. J'ai couru pour une école. Cette école ment, clairement, sur l'intitulé de leur dossard. Ils appellent ça jogging. C'est du trail, les gars. On va pas se mentir, c'est du trail. Bon, 10 km. Je me dis, bon, il faut que je rentre en moins d'1 heure. C'était un peu ma perf. C'était normalement mes 10 km, je les rentre entre 54 et 56 minutes en fonction du sol. Je suis rentrée en 1h10. Voilà. Il faisait 27 degrés. J'étais épuisée. J'ai marché pour la première fois sur une course, que ce soit entraînement ou dossard, j'ai marché. Et j'ai fait une méga contre-perf qui dit, mais mentalement, en mode, non mais là, c'est non en fait. Enfin, vraiment, j'étais pas fière de moi. J'étais pas fière de moi du tout. J'étais là, moi je veux rentrer en moins d'1 heure, je suis rentrée en 1h10. J'ai souffert, c'était vraiment l'enfer, mais l'enfer sur terre. Et je me suis dit, pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ça en fait? Parce que si c'est pour faire ça, et mourir et regretter, non, c'est non, j'ai pas envie, vraiment, j'ai pas envie, quoi. Donc, je relativise et je me dis, bon, ok, il reste une semaine, ça va bien se passer, c'est pas une contre-perf, des contre-perfs en équitation, t'en fais tout le temps. Et tu montes à cheval depuis 20 ans, et donc des contre-perfs, t'en as eu, mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup. C'est pas assez de contre-perf, c'est la première, elle est dure à manger, elle est dure à assimiler, vraiment, parce que quand c'est la première, c'est toujours un peu plus dur que les autres. Tu te dis, bon, ok, lâche pas le mental, ma grande, parce que dans une semaine, c'est pas 10 que tu cours, c'est 21. Clairement, je suis arrivée sur ce dossard, là, dimanche, un peu excitée, et en même temps, je me rends compte que je ne sais pas, mais vraiment, je ne sais pas externaliser mes émotions. Et c'est un gros problème. Je vous le dis, je vais finir avec des ulcères. Moi, à 50 ans, j'ai des ulcères. Hein. Si mon cheval, il mange du castrogar maintenant, je vous dis, moi, dans 30 ans, mais je mange l'équivalent, hein, parce que je ne sais pas externaliser mes émotions en public. En tout cas, face à des gens que j'aime profondément, mais je ne sais pas faire. Il faut vraiment que je sois au bout du bout, du bout, du bout, du bout de ma fatigue pour pouvoir externaliser mes émotions. Et donc, bon, à l'entrée, t'es un peu focus, tu sais pas trop le fonctionnement, etc. C'est vrai que c'était ma première course aussi grosse. Finalement, j'avais jamais fait des aussi gros dossards. Dites-vous qu'à Charleroi, on était 900. À Bruxelles, ils étaient 50 000. Hein. Donc imaginez un peu la zone de stress pour vraiment... Finalement, je me dis Charleroi, c'est bien. Charleroi, c'était bien, c'était plus cosy, c'était plus familial, c'était chouette. Bon, je me suis fait défoncer la gueule, il y a un élite, l'élite, là, qui a gagné la course, il a 17 ans, les gars. Il a 17 ans, il est rentré en 1 heure. Bref, c'est pas le sujet. Et en fait, je me rends compte que j'aborde cette journée comme toutes les autres journées. C'est-à-dire que je suis là en mode, c'est un dossard, finalement. Et à aucun moment, je me suis dit, là, l'objectif, c'est vraiment de boucler la boucle de la dépression. À aucun moment, avant de partir sur le dossard, je me suis dit, là, vraiment, c'est le moment que t'attends. J'étais pas du tout dans cette optique. J'étais dans l'optique de, on va courir. Et d'un côté, c'est bien, parce que ça veut dire que mon mental est bon. Et d'un côté, c'est un peu le truc où, mais merde quoi,
arrive à externaliser un peu tes émotions, c'est pas grave, tu peux être vulnérable. Mais j'avais pas envie d'être vulnérable avant de partir. C'est un peu un processus où, du coup, je suis très silencieuse, où je suis très dans ma tête et où je vais faire beaucoup d'humour pour pallier vraiment le fait que j'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de parler de ce qui se passe dans ma tête parce qu'il s'y passe beaucoup de choses. Donc je pars, je me lance et il y a un truc, je crois que on sous-estime tous et qui est d'une puissance mais improbable, c'est le soutien de sa famille. Sur ce dossard, j'ai fait lever ma maman et mon beau-père à 5h30 du matin pour qu'ils viennent m'encourager parce que je partais de la boxe à 9h13. Voilà. Et que le début du dossard était à 1 heure de route de chez eux, à 1 heure de route de chez nous. Vous voyez un peu le truc ? À savoir que c'est long pour les accompagnants parce que moi je suis dans mon truc, moi je suis dans ma bulle, moi je suis vraiment dans cette optique de en fait je suis sur ma course, mais eux ils attendent. Bon, heureusement, ils étaient 3, donc quand même de quoi discuter, etc. Ils ont été prendre un petit déjeuner, ils se sont bien amusés finalement. Mais c'est le truc où on avait acté des ravitaux, parce qu'à un moment, il faut que je m'hydrate aussi, histoire de ne pas mourir. Et donc, j'avais dit, voilà, ça c'est un point de ravito, on avait les tracés GPX, etc. Là, c'est le point de ravito, j'aimerais bien changer de gourde à ce ravito-là, et puis il me reste 1 heure de course. Donc j'avais mis mon ravito, il y avait des ravitaux de la course, moi je prévois mes gourdes personnelles, et j'avais dit, bon, j'aimerais bien changer de gourde au ravito du milieu, donc c'était à 11 km 800, je crois, quelque chose comme ça. La réalité, c'est que les 10 premiers kilomètres, ils ont été plutôt fluides. Je suis partie avec un peu de crampes, mais je crois que c'était des crampes de stress dans les jambes. En mode, j'avais les jambes un peu lourdes au début, et puis ça, c'est vite parti. Ça s'est vite un peu délié et tout. Bon, l'erreur que j'ai fait aussi, c'est que j'ai monté à cheval toute la semaine, et j'aurais pas dû. J'aurais vraiment dû mettre mes jambes au repos, etc. Mais bon, erreur de débutant. Mais la réalité, c'est que du coup, je suis partie un peu là, et je me suis dit, ok, là, c'est un peu dur. Et puis ça s'est vite délié et tout. Et puis je sens ma montre qui sonne le 10e kilomètre. Et là, tout de suite, petit regain d'énergie qui dit, ah, ok, dans même pas 2 kilomètres, il y a ta famille. Et rien que de les voir, et ça dure 30 secondes, hein, même pas, ça dure 4 secondes. Je leur jette ma gourde vide et ils me donnent une nouvelle gourde, hein, parce que je m'arrête pas. Moi, je m'arrête pas, je trace, quoi. Donc, vraiment juste ça, de dire que ta famille te soutient parce que fatalement, ma maman, elle fait les liens. Elle a quand même vécu longtemps avec mon papa. Donc elle sait quand même quand est la date d'anniversaire de mon papa, etc. Le fait que ta famille te soutienne, que c'est long pour eux, qu'il fait moyennement beau, et que ta famille te soutienne sur un événement qui est important uniquement pour toi, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Vraiment, c'est un truc incroyable. Franchement, je crois que jusqu'au jour où je vais gagner une chouette épreuve avec Lucifer, je n'ai plus ressenti une telle fierté que avoir ma famille qui m'accompagne sur ce dossard. Vraiment. Bon, là où le mental a dû prendre le dessus, c'est du 15e ou 18e. Là, vraiment, ça a été dur. C'était horrible. Et je me suis dit, meuf, t'es là et t'étais pas prête. T'étais pas prête physiquement à y aller. Et là, le mental a vraiment dû prendre les choses. Donc, j'ai perdu du temps. J'ai dû ralentir. J'étais très bien, vraiment. Et j'ai pas envie de vous parler de temps. Parce que le temps, il est... J'ai pas envie de vous parler de performance. J'ai pas envie de vous parler de temps au kilomètre parce qu'il est tellement propre à chacun et la course à pied, en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est tout le monde se bat avec soi-même et donc c'est d'autant plus difficile et en fait tout le monde est content de sa perf. La course à pied, c'est quelque chose d'extrêmement beau, c'est une communauté extrêmement douce où les gens sont vraiment bienveillants entre eux et vraiment j'ai du 15e au 18e, j'ai subi, mais c'était dur, c'était horrible. Et en plus, j'étais toute seule. Genre, il y avait des gens très loin derrière ou très loin devant. Il y avait pas, je dépassais pas des gens qui donnaient un peu ce petit boost d'énergie, mais mes jambes, elles étaient au bout du bout du bout du bout. À un moment, le mental reprend le dessus. Comme j'avais ralenti le rythme, mes jambes se sont un peu reposées, entre guillemets, et je suis repartie pour le dernier kilomètre.
une côte de l'enfer pour arriver à Charleroi, je vous dis pas, mais l'enfer. Et puis à un moment, t'es tellement dans ta bulle que tu dis, bon là, t'y es, et t'entends au loin les festivités de l'arrivée. Et donc là, tu te dis, ah, là, ça donne vraiment le boost de incroyable de dire, bah ok, là, meuf, t'as fait le plus dur en fait. T'es claqué, tu n'en peux plus, mais t'es au bout. Écoute, j'entendais à travers mes écouteurs que c'est bon, j'étais au bout quoi. Et d'avoir, je vous dis pas, mais à 50 mètres de l'arche d'arrivée et d'entendre ma famille crier pour m'encourager et dire mais tiens, tu l'as fait. Il reste 50 mètres, tu l'as fait, bordel. Tu vaincs tes démons, ta putain de dépression et t'y es. Mais ça donne un boost. J'ai tracé les derniers kilomètres. Le dernier 50 mètres, je n'en pouvais plus. J'étais fatiguée et d'avoir ma maman m'attrape au dernier ravito et qui me prend dans ses bras de fierté. En fait, là, je pleure, mais je pleure. Je pleure de me dire, mais je suis fière de moi et elle est fière de moi et d'avoir les hommes que j'aime qui m'attendent derrière et qui ont vécu ça avec moi, mais c'est une fierté incroyable, vraiment c'est incroyable parce que c'est des gens qui m'accompagnent depuis plus ou moins longtemps dans ma vie et qui le font pour moi, avec moi, c'est quelque chose d'incroyable. Et là je peux vous l'exprimer, mais parce que j'enregistre et que je suis seule chez moi, mais cette émotion là que j'ai maintenant de fierté, j'ai jamais réussi à la sortir dimanche. Je n'ai jamais réussi à la sortir dimanche. Et je suis frustrée parce que c'est quelque chose où je n'arrive plus en public à vivre des émotions. Je me renferme sur moi-même et je suis fière parce que je suis fière de mon temps, parce que c'était dur, parce que j'aurais pu abandonner, parce que j'aurais pu me blesser si j'avais pas écouté mon corps, parce que il y a tellement de choses qui font que ça aurait pu mal se passer. Je suis clairement fière de moi de l'avoir fait. Enfin, je suis rentrée en 2h05. C'est mon premier semi-marathon. Donc, c'est un truc où ça veut dire qu'en un an de course à pied, j'arrive à boucler 20 kilomètres en moins de 2 heures. Et donc, c'est un truc de fou, en fait. C'est un truc de fou, complètement fou. Et sur le moment, mes émotions, elles sont bloquées. Vraiment, je suis fière de moi, mais je suis bloquée. Je suis en mode, ok, c'est fait, on passe à autre chose. Et ça, c'est vraiment horrible. Vraiment, c'est un truc horrible parce que j'ai envie de me permettre de pouvoir revivre des émotions et de pouvoir pleurer de bonheur et de fierté avec ma famille qui s'est levée super tôt pour venir le vivre avec moi. Et j'y arrive pas. Alors là, j'ai fait un énorme pas en avant sur le fait d'avancer et de dire ok, maintenant tu le sais, enfin il y a beaucoup de choses que tu sais déjà depuis longtemps, que ton papa tu le reverras plus, qu'il ne sera plus jamais là pour acter tes performances. Je pense que je suis prête aussi à régir ma vie maintenant pour moi et plus pour lui, parce qu'il y a ça aussi, c'est que je vivais ma vie pour qu'il soit fier de moi, mais pas pour que je sois fière de moi. Et je pense que là, vraiment, ce semi-marathon, c'était boucler la boucle de regarde, je le fais le jour de tes 60 ans, mais c'est moi qui m'auto-perf et c'est moi qui suis fière de moi. Et je suis hyper fière de moi parce que c'était dur. Et donc, il y a tout un cheminement mental qui est très loin d'être fini, vraiment très loin d'être fini. Mais je pense que là, je suis prête, ouais, à reprendre ma vie en main et dire maintenant, je le fais pour moi. Et je le fais plus en l'attente de quelque chose. Je pense que les gens qui sont là-haut, ils sont, quoi qu'il arrive, fiers de nous. Il y a des deuils que j'ai complètement internalisés. Et je pense que ça vaut la peine de faire un épisode de podcast uniquement sur le deuil parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais bref, j'ai couru mon premier semi-marathon. Ce premier semi-marathon, c'était le plus symbolique de tous. Et je l'ai fait. Bordel, je l'ai fait. Et je l'ai bien fait. C'était dur. Mais je l'ai fait. Alors aujourd'hui, moi, je suis fière de moi.
Je suis fière de vous partager mon expérience et à travers ce podcast, même si j'arrive pas tout à fait à le faire encore en famille, je suis fière de moi à travers ce podcast de pouvoir libérer mes émotions et de vous les transmettre telles qu'elles sont en fait et telles que je les vis dans mon corps au quotidien. Et merci en fait de suivre cette vie et de suivre ce rêve et j'espère que ça va vous rassurer si vous vivez des choses similaires que vous n'êtes pas seul parce que vous n'êtes pas seul et oubliez jamais que se faire aider c'est pas quelque chose de nocif, c'est même quelque chose d'extrêmement positif. Alors j'ai envie de vous dire, en fait, croyez en vous, soyez fiers de vous et prenez soin de vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast